Oh, bah tiens, bah, Ipias, ça va? Toi aussi, tu voulais voir Manuel Valls? Venez sur Klemovic TV, bien sûr, hein, évidemment. Il y a le chat maintenant. Maintenant, il y a le chat qui fait ses apparitions intempestives. YouTube, on fait les premières perles de la saison. Vous m'avez manqué! On va rattraper les perles de l'été. J'étais pas trop le nez sur l'actu. Ouais, je vous le dis, j'étais pas trop en vacances non plus. Il est possible que j'ai passé 3 mois à écrire. Voilà. Donc, je vais tout découvrir. Première perle, c'est aussi la plus fraîche. On va s'écouter François Bayrou au MEDEF. C'est pour le petit plaisir, en ce début de perle, de regarder un mort-vivant, hein, évidemment. François Bayrou, qui a choisi son droit à partir. Peut-être pas forcément dans la dignité, en tout cas, à en croire son discours depuis quelques jours, pas vraiment. Mais en tout cas, il a choisi son droit à partir. On va l'écouter au MEDEF. Il est en train de nous expliquer, bien sûr, qu'il faut faire des efforts. Et il a choisi de nous expliquer ça avec une petite métaphore. Peut-être y a-t-il eu des époques dans lesquelles chaque pays vivant enfermé dans ses propres frontières, on pouvait considérer que la logique de l'histoire était la lutte des uns contre les autres. Mais nous savons que la France a failli en mourir. Elle a failli mourir de ses guerres de religion, elle a failli mourir dans la terreur révolutionnaire. Torsion testiculaire, exemple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la torsion du cordon spermatique, que l'on appelle aussi torsion du testicule. Il a l'air au bout de sa vie, il est sur une grimace absolument inavouable et le réalisateur a choisi pile ce moment-là pour le montrer. Alors je crois que le réalisateur aime pas trop Manuel Valls. La question n'est pas de savoir qui va gouverner le bateau et n'importe ceux qu'on jette à l'eau. C'est mon petit péché mignon, j'aime bien les assonances, j'aime bien les rimes, voilà, j'en fais trop. Je sais que je surutilise ce procédé rhétorique, mais même pour moi, ça ne marche pas. C'est de la poésie niveau CP, c'est insoutenable. Et n'importe ce qu'on met à l'eau, non, et qu'importe François, mais c'est pas possible de pas savoir parler François, justement. Il est prof de français en plus, ce Rime pauvre? Ah bah oui, il a fait rimer eau avec bateau. C'est pas forcément la rime la plus inattendue. La question est de savoir si le bateau va pouvoir affronter la haute mer. Il a pas dit la tempête, il a dit la haute mer, voilà, il a enrichi la métaphore, c'est pas le navire dans la tempête, c'est le bateau dans la haute mer, il a enrichi, c'est bon, ça passe. Arrivé à bon port, et nous sommes tous sur le même bateau. Aïe, par contre, il a dit 3 fois bateau. Qui va gouverner le bateau si le bateau va pouvoir affronter? Et nous sommes tous sur le même bateau. Métaphore niveau, je dirais, 6e, 5e, 3 fois le même mot dans 3 phrases, à 3 endroits différents, sans aucun rythme particulier. En rhétorique, on appelle ça de la merde. Mais si on veut se la péter et tenter de justifier sa médiocrité avec une figure rhétorique, on va dire que c'est une épanalepse, évidemment, la figure de la répétition simple. Ça, c'est si on est de mauvaise foi, et si on est de bonne foi, on dit que c'est terrible et en même temps, c'est à son image. C'est pas si surprenant que ça. Mesdames, messieurs, François Bayrou. YouTube, permets-moi de me couper la parole quelques instants pour te donner 2 informations capitales. Première information. Nous sommes presque à 400 000 abonnés sur ce compte, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait, ce serait merveilleux. Deuxième information, la plus importante, sache YouTube qu'à la fin de la semaine aura lieu le The Event, un grand marathon caritatif qui dure 3 jours du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre. Ça aura lieu sur la chaîne de nombreux streamers et de nombreuses streameuses, et notamment sur la mienne, sur twitch.tv/Klemovic. Presque tout le streaming francophone se mobilise pour lever des dons au bénéfice des hôpitaux et de la recherche médicale. Ici même sur cette chaîne, on va faire moult choses, ça va être incroyable. On aura l'occasion enfin, une fois dans l'année enfin, de parler de plein de choses autres que de politique. Ça va être exceptionnel, et notamment sur cette chaîne, le vendredi de 22h à minuit, nous organisons avec ma collègue Angle Droit Florence, nous organisons la 2e édition de La Grande Joute. Ça va être merveilleux. 14 streamers et streameuses qui vont venir faire des duels de mauvaise foi et de bonne humeur, se confronter comme sur les pires plateaux télé. Ça va être délicieux. Voilà, soyez là, ça va être super. Allez, des bisous YouTube, je te laisse tout de suite avec la suite de tes vidéos. On va parler de la loi du plomb, cette fameuse loi du plomb dénoncée par des dizaines de sociétés savantes, par des centaines de scientifiques, par un nombre considérable d'associations qui, toutes et tous, alertent sur l'impact désastreux des pesticides autorisés ou réautorisés par la loi du plomb sur la santé. Loi du plomb en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Sans doute qu'on aura l'occasion à un moment donné d'y revenir en détail. Vous imaginez bien que j'ai pas mal de choses à dire de cette loi du plomb et de ce qui s'est passé autour, et croyez bien qu'on aura l'occasion d'y revenir. Par contre,
En revanche, on est avant la censure, c'est Anne Genetet. Alors vous avez peut-être oublié Anne Genetet, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale qui nous a quand même régalé du temps où elle était en ministère, en fonction. Eh bien elle continue de nous régaler de ses remarques. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, 2 points. On ne me fera pas croire que parmi les signataires, donc les plus de 2 millions de signataires de la pétition contre la loi du plomb, on ne me fera pas croire que parmi les signataires, personne ne mange du Nutella. C'est quand même des politiques qui font mine de ne pas comprendre qu'il existe quelque chose d'autonome et respectable en tant que tel, qui est le débat politique. Elle fait mine de ne pas comprendre que les actions individuelles d'une part et le débat politique d'autre part, ce sont 2 choses différentes. Et que donc, entre les comportements individuels d'une part et l'action publique, la mobilisation collective, le souhait émis pour la société, eh bien, il y a parfois des frictions, parfois des tensions, mais que ce sont 2 choses qui sont totalement différentes. Et qu'il faut entendre la voix des citoyennes et des citoyens qui s'expriment évidemment par des canaux démocratiques. D'autant que... Calmez-vous. Le problème, c'est précisément que ce que demandent les citoyennes et les citoyens qui ont signé la pétition, c'est de pouvoir s'alimenter sans être empoisonnés à leur insu. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, vise quant à elle l'hypocrisie des pétitionnaires. On ne me fera pas croire que parmi les signataires, personne ne mange du Nutella. Qui utilise des noisettes turques ou italiennes? L'acétamipride est utilisé dans ces pays, et donc si on mange du Nutella, c'est qu'on accepte son utilisation? Non. La députée Renaissance est visiblement calée sur le sujet. N'oublions pas qu'avant de rejoindre l'Assemblée, cette médecin de formation donnait des cours de cuisine et des conseils en gestion de domestique pour les expatriés français de Singapour. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on pourrait répondre à Anne Genetet, si on était taquin, que, justement, ce que demandent les pétitionnaires de la loi du plomb, c'est de pouvoir manger du Nutella s'ils en ont envie, parce qu'on peut en avoir envie, sans craindre d'être justement empoisonné. Donc, on est en France, on vote l'interdiction des pesticides en France. Si les noisettes du Nutella viennent de Turquie, bah la France n'est pas positionnée pour interdire les pesticides en Turquie, mais dire que, on montre l'exemple, dire que en France, au moins, on peut acheter justement de la pâte à tartiner made in France en étant sûr de ne pas ingurgiter de l'acétamipride, bah c'est déjà quelque chose, que peut-être que justement derrière les autres pays suivront, et que au moins si eux ne suivent pas, justement, grâce au rejet de la loi du plomb, nous aurions une alternative possible en consommant de la pâte à tartiner made in France, alors que si l'acétamipride est utilisé en France, là pour le coup on peut vraiment rien faire. Et donc oui, Anne, justement, c'est ce que demandent les gens. Pouvoir se faire un peu plaisir avec de la pâte à tartiner sans s'empoisonner. Mais peut-être est-ce trop demandé. On va écouter lui maintenant. Apparemment c'est agaçant. On est sur Twitter évidemment. C'est Jérôme Godefroy qui dit: la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est favorable à un débat parlementaire cet automne après la pétition qui a réuni beaucoup de signatures contre la loi du plomb. Mais elle rappelle que cette loi a été adoptée par le Parlement et qu'il n'est pas question de l'abroger. Stéphane Vogetta, ancien député macroniste qui ambitionne à le redevenir, qui dit: dès que je redeviendrai député, déjà frérot, la formulation de la phrase laisse à entendre que c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Je ferai une proposition de loi sur ces pétitions auprès de la haine, qu'on pose 2-3 questions basiques concernant la pétition aux gens qui l'ont signée. Ceux qui ne sont pas capables de répondre sont privés de droit de vote pendant 3 ans. T'es un malade, Bernard. Ah ouais, le man, le concept de démocratie, il y est pas. Si on veut répondre sur le fond, Paul Lazarsfeld nous explique dans les années 50, en étudiant les campagnes électorales aux États-Unis, que tous les citoyens et toutes les citoyennes ne s'informent pas directement sur la politique, aux sources de l'information politique. L'espace public est en réalité un espace en 2 niveaux, où il y a des leaders d'opinion qui vont, eux, se surinformer en lisant les quotidiens et en écoutant la radio, et que ces leaders d'opinion vont ensuite tendre justement à partager les arguments, à partager les idées autour d'eux, au bureau, à l'usine, sur une ligne de production, à la machine à café, dans les dîners en famille ou dans les soirées entre amis. Mais on sait que les citoyennes et les citoyens agissent comme chacun d'ailleurs, en faisant confiance à l'argument d'autorité des personnes dans leur entourage qui, eux, ont le temps de s'informer. Et c'est parfaitement justifié. C'est comme ça que fonctionne l'espace public démocratique, on le sait depuis 75 ans, et c'est tout cela que cet idiot de Stéphane Vogetta fait mine d'ignorer, ou pire, ignore réellement, ce qui ferait de lui un ignare en plus d'un horrible antidémocrate. Le plus drôle, c'est qu'il a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel, mais non. Le 11 juillet 2025, le Conseil constitutionnel invalide ses comptes de campagne et le déclare inéligible pour une durée de 1 an, ainsi que démissionnaire d'office de son mandat de député au motif d'avoir réglé irrégulièrement une part substantielle des dépenses engagées durant sa campagne, notamment des frais de transport. Voir quelqu'un déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités dans ses comptes de campagne, venir donner des leçons de démocratie aux citoyennes et aux citoyens, je dis bravo, j'applaudis l'audace. J'ai envie
cette capacité de ces gens à en avoir rien à foutre. C'est quand même incroyable. C'est sûr que dès lors que tu as une conscience, ah bah oui, bah... ça gratouille des fois. Donc on y reviendra sur la loi du plomb, on aura l'occasion de parler de cette pétition magnifiquement ignorée. J'ai pas vu cette séquence. On va parler de Rachida Dati. Rachida Dati qui fait de l'intimidation judiciaire évidemment, hein, qui porte plainte en diffamation contre tous les journalistes et même parfois hommes politiques qui ont le malheur de rappeler qu'en effet, elle est visée par des enquêtes pour improbité. Apparemment, c'est le retour de Rachida Dati qui agresse les journalistes. Alors moi j'ai pas à être convaincue, ce sera à la justice de l'être. Bien sûr. Rachida Dati revient. Voilà. Vous avez entendu Guillaume Roquette, vous dites... Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites que Renault-Nissan n'est pas, Renault n'est pas partie civile. Oui. Elle est à la maison quoi. Avec qui j'ai signé mon contrat d'avocat? Renault-Nissan. C'est l'alliance Renault-Nissan qui a toutes les implantations d'usines à l'étranger. Renault ne gère pas les sites à l'étranger. C'est ce que j'ai bien. C'est Renault-Nissan. Il flippe sa race, regardez-moi ça, c'est terrible. Lâche-moi, Michel, lâche-moi! Et Renault, vous avez raison, ils sont constitués, c'est Monsieur Sénard. Pourquoi? Parce qu'il est en règlement de compte avec Monsieur Gauss. Mais là, il n'a jamais été entendu par la justice. Vous savez que pour la recevabilité d'une partie civile... Rien compris. Là, elle fait ce qu'elle fait toujours, elle rentre dans des détails du dossier qui t'égarent complètement, qui te perdent complètement. La conclusion, c'était que, nonobstant ce type de stratégie dilatoire, où en fait elle te noie dans des détails qui, in fine, n'ont pas d'intérêt, les pièces existantes à charge contre elle sont quand même accablantes, encore une fois. Monsieur Sénard, il est psychorigide, il a un règlement de compte avec Monsieur... Waouh, on est en mode full ad personam. Là, elle est en train de pousser quelqu'un sous le bus. Elle est venue avec toute sa puissance, sa force et son surplomb de ministre pirater le micro en face. Guillaume Roquette, il sait plus où se foutre. Regardez-moi ça, il comprend même plus de quoi elle parle parce qu'elle est rentrée dans les détails des détails du dossier. Rachida est derrière toi. C'est vrai, vous avez raison. Je fasse gaffe, elle va peut-être arriver par là, c'est possible. J'ai signé un contrat d'avocat avec Renault-Nissan. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Ah bah écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez pris contrôle de ce plateau... Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Elle reste en régie. Ah ouais, donc en fait sur LCI, tu peux pas commenter, produire ton analyse, exercer le droit de contradictoire des journalistes. Et du coup, on n'aura pas entendu les arguments de Guillaume Roquette. On aura simplement entendu Rachida Dati venir le polluer, dire attention, je reste en régie. Donc en fait, grosso modo, lui dire mais tu ne pourras pas développer ta pensée, tu ne pourras pas dire le contraire parce que de toute façon, je suis là et je viendrai encore redire ce que j'ai déjà dit, qui est que tout ça est scandaleux, etc. Bon, peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. En tout cas, on aurait bien aimé savoir quelle analyse en donnait Guillaume Roquette. Je vous cache pas que j'attendais pas particulièrement l'analyse de Guillaume Roquette sur ce plateau, sur ce dossier, mais là, en l'occurrence, dans la dynamique du plateau, c'était important de la voir. Je pense que vous l'avez vu. Mais si vous l'avez pas déjà vu, vous le reconnaissez pas? C'est Fabien Roussel. Il va nous faire du pain perdu. Y aura-t-il des saucisses? Découvrons ça tout de suite. Recette de l'été en camping, c'est du pain perdu avec le reste de pain, du lait, des œufs et de la vergeoise, ce sucre roux issu de nos betteraves sucrières, notamment dans les Hauts-de-France, avec ses sucreries, et c'est bien pour ça qu'il faut aider et soutenir nos éleveurs de betteraves. Là, il a vraiment juste cherché un vague lien politique pour justifier de se faire son petit kiff perso qui était de filer la recette du pain perdu. Mais franchement, Fabien, assume. À un moment donné, tu veux être influenceur bouffe, assume, il n'y a pas de problème. Fais comme Benoît Hamon. Enfin, je veux dire, Benoît Hamon, quand il a voulu poster des photos de kebab, il a posté des photos de kebab, il a pas dit. Et alors, on pense à nos producteurs de pain, grâce à qui on a des pitas. Non, il a posté la photo de son kebab, il en a rien à foutre. Assume un peu, Fabien, de grâce. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas doublé, quoi. Après, il y a un petit côté ASMR. Ok. Jusque-là, vous validez ou pas? Faut mélanger, c'est pas de la panure. Ah, je mélange aussi. Donc là, déjà, c'est un sujet de la bouffe. Donc c'est parti, personne n'est d'accord, le chat va exploser. Tourne et retourne dans la poêle. Surtout, mettre du beurre. Ok, il met ses petits pains, là. Ok. Voilà, il ajoute la vergeoise. Ok. Il en fout un peu partout. Vous entendez ce crépitement? Alors attention, c'est pour ce moment-là. Vous n'êtes pas prêts. Regardez bien l'écran. Et là, on va faire caraméliser la vergeoise. Ça m'a fait des frissons, et c'est pas les bons frissons. On va faire caraméliser la vergeoise. C'est cringe sur 10. Ok, après ça a l'air bon. Et ça, c'est une tuerie. Bon appétit. Ah voilà, ça s'arrête comme ça. Notez que c'est de loin sa vidéo la plus vue. Quand Fabien Roussel il vient parler à la télé, ça fait 8000 vues, 9000 vues. Fabien Roussel qui parle de pain perdu, 390 000 vues. Est-ce que ce serait pas enfin le moment d'assumer, de se reconvertir en influenceur bouffe,
de parler enfin du sujet qui manifestement le passionne, c'est-à-dire la viande, d'arrêter de nous casser les noix avec ces... Mais finalement, la valeur travail, c'est pas si mal hein. Alors, nouvelle perle, évidemment, pardon d'avance, c'est le retour de François. Si on crée le chaos aujourd'hui... Ah mais en fait, te renvoyer, François, c'est pas créer le chaos, c'est juste être en désaccord avec une option économique que tu proposes. On a le droit encore ou pas? Pardon, désolé, je me suis fait bait encore, pardon, je laisse dérouler. Alors une fois, qui vont être les victimes? Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Tout ça pour le confort des boomers. Je reviens pas, c'est bon, hein, c'était le stream de mercredi dernier, on l'a fait, donc je reviens pas sur tout le fond de l'argument. Les jeunes, ils vont rembourser la dette toute leur vie, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un très bon papier qui est paru dans Libération ou Le Monde, je sais plus, il y a quelques jours, qui revient là-dessus, qui a interviewé 5 économistes en leur disant est-ce que la dette est vraiment aussi une menace aussi mortelle que le prétend François Bayrou? Réponse unanime, non. Donc là, il est en train d'opposer maintenant les jeunes aux boomers. Déjà, ça ne va pas. C'est-à-dire que l'expression boomer, elle est drôle utilisée au second degré, utilisée au premier degré. On n'est quand même pas très loin de l'agisme, de la stigmatisation jetée de manière indiscriminée sur toute une classe d'âge, qui au fond n'a rien demandé. C'est-à-dire qu'effectivement, une bonne partie des problèmes que connaît non pas la France, mais le monde aujourd'hui, vient de la génération du baby-boom, qui n'est pas responsable du contexte économique et politique dans lequel elle a grandi. Donc déjà, le fait de parler des boomers dans la bouche du Premier ministre, c'est déjà problématique, en fait, c'est intrinsèquement stigmatisant. Là maintenant, tout d'un coup, c'est de la faute aux boomers, et ils sont stigmatisés dans le discours de François Bayrou. Alors que, pendant tout leur mandat, leur discours, ça a été « attendez, on va quand même pas baisser les pensions des retraités !» Après avoir fait travailler les générations à venir au nom de la protection des retraités actuels, tout d'un coup, ils jettent l'opprobre sur les baby-boomers au nom de la protection des générations à venir. C'est complètement fou. C'est bien commode maintenant de se préoccuper des jeunes quand en fait ce qu'ils veulent, c'est tout simplement réduire la dépense publique et que tout d'un coup, les jeunes ne sont pas un objectif, mais un moyen de parvenir à leur fin. D'autant que si vraiment tu veux parler de la jeunesse, il suffit d'aller regarder c'est quoi ses premières préoccupations à la jeunesse. Pas la dette économique, c'est la dette écologique. Mais alors de très loin. François Bayrou, il est aussi sincèrement préoccupé par la jeunesse que les islamophobes sont sincèrement préoccupés par la cause féministe. C'est exactement les Finkielkraut et compagnie qui ont un historique bien établi d'antiféminisme et qui, soudain, quand il s'agit de stigmatiser l'islam et le voile, là, ils sont du côté des femmes. Et Bayrou, c'est pareil. Il est à la tête d'un gouvernement qui n'a jamais rien fait pour répondre, ou jamais suffisamment pour répondre à la première angoisse de la jeunesse, c'est-à-dire la dette écologique, et qui, tout d'un coup, t'invoque la jeunesse pour faire passer, en réalité, la politique qui lui tient à cœur, lui, et pas du tout la jeunesse, c'est-à-dire la réduction de la dépense publique. Alors que c'est la faute des bourgeois. Tout d'un coup, bizarrement, je suis un peu plus d'accord. Là, on joue. Là, ça joue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a encore dit un truc. Il faut parler de votre méthode. Aujourd'hui. On va parler de la méthode. J'ai déjà décrit votre méthode. Enfin, aujourd'hui, vous avez... Il a l'air tellement vénère. C'est génial. Et appeler les représentants des partis d'opposition qui ne sont ah oui, je vois, ça y est, je vois. Pas de votre parti, à venir vous voir à Matignon pour consultation à partir de lundi. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Parce qu'ils étaient en vacances. Pas vrai, mensonge! Non mais il est fou. Non mais franchement, il rend marteau. Son plan, il le présente le 15 juillet. Le 15 juillet, t'as tous les partis politiques qui réagissent en disant que c'est inadmissible, inacceptable et qui s'y opposeront. Que je sache, à ce moment-là, ils n'étaient pas en vacances. Marine Le Pen, qui le 30 juillet a envoyé une lettre à François Bayrou pour lui présenter ses griefs sur le plan présenté le 15. Elle n'a jamais eu de réponse. Elle n'était pas en vacances, là, me semble-t-il. Il nous fait sa déclaration surprise lundi dernier dans sa conférence de presse du vote du 8 septembre. Les Insoumis et les écologistes avaient fait leur rentrée en université d'été quelques jours plus tôt. Il y avait moyen de les appeler peut-être, il y avait moyen de passer un coup de fil, d'organiser une ou deux rencontres, voilà. Mais non, ils étaient en vacances. Là, c'est sûr qu'il y en a, effectivement, ils faisaient du pain perdu. Bon, ceux-là, c'était plus difficile de les appeler. De manière intéressante, notez que c'est un mensonge de la part de François Bayrou.
Encore un. Mais ils avaient un numéro de téléphone, une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Aïe, 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 Gilles Boulot qui pose les termes, qui pose les arguments. Bon, écoutez, j'aurais dû laisser dérouler, ça m'aurait économisé une tirade. Que va répondre François Bayrou? Parce que... Les représentants du Parti Socialiste disent que vous ne répondiez pas à leur invitation. Ceci est quand même drôle. Qui rit? Personne. Quoi? Personne ne rit. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce que eux disent. Écoutez, on va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Après, ça te fait démontrer que précisément, il venait de mentir. Il se réfugie dans « Écoutez, c'est bon, on va pas non plus regarder ce que chacune faisait en mois d'août. » Ils étaient en vacances. Et que j'ai, d'une manière ou d'une autre, échangé directement ou par intermédiaire avec les uns ou les autres. Mais bah, du coup, s'il a échangé avec les uns et les autres, c'est qu'ils n'étaient pas en vacances, du coup. Je comprends pas. Pardon. Il y a une chose très simple. Si vraiment cette question de discuter ensemble est ouverte, ben je les reçois à partir de lundi. Sauf que là, le temps presse. Non, non. Bah, il a dit qu'il y avait urgence et que la France était en danger de mort, je comprends plus. Il reste 12 jours. Et 12 jours, c'est très très long pour parler. Ah, avant le 8 septembre. J'ai dit une chose... C'était douloureux, ça, pardon. Simple. Nous n'avons pas ouvert de négociations parce que il y a une question à poser avant les négociations. C'est est-ce qu'on est d'accord sur la gravité et sur l'urgence des choses? Mais justement, donc il est en train de nous redire que sa politique économique n'est pas négociable, et donc à quoi ça sert de recevoir les gens? Bon, il m'énerve, voilà, ça y est. Bon allez, j'abandonne. Notez que, au lieu de faire son annonce et ensuite que tout le monde lui dise « mais tu fais ça sans avoir consulté personne » et de négocier après, il aurait pu prendre la semaine pour discuter avec les uns et les autres, en les invitant à Matignon, et ensuite seulement parler du 8 septembre. Enfin bref, bon, je sais même pas pourquoi j'argumente, il dit n'importe quoi, c'est insoutenable, c'est une succession de mensonges, c'est fou quoi, c'est fou, c'est Bayrou. Voilà YouTube pour ces premières perles de la saison. On est de retour, ça promet d'être une sacrée saison. Croyez-moi, j'ai l'impression que cette année ne sera pas avare en dinguerie. Des bisous, à bientôt.